Les animaux sont vraiment incroyables. Les humains sont peut-être intelligents, mais nous ne sommes pas capables de faire des choses comme voler, respirer sous l'eau ou pondre des œufs. Et même si nous pensons tout savoir sur les animaux qui peuplent notre monde, certains semblent défier les lois de la nature grâce à leurs capacités. Des corbeaux qui parlent comme des humains, aux lézards qui marchent sur l'eau comme Jésus, il est temps de découvrir certaines des choses les plus incroyables que les animaux sont capables de faire. Pas le temps de mourir. Il y a 3 certitudes dans ce monde, la vie, la mort et les impôts. Il existe toutefois une petite exception à cette deuxième règle et son nom est Turritopsis dornii, une minuscule espèce de méduse dotée d'un talent très particulier. Elle ne peut pas mourir, et je suis sérieux. Ces méduses sont l'une des seules espèces sur Terre considérées comme biologiquement immortelles. À moins d'être dévorées par un prédateur, ces méduses, surnommées à juste titre méduses immortelles, continueront de nager jusqu'à la fin des temps. À l'âge adulte, elles mesurent moins de 0,5 cm de diamètre, soit moins qu'un ongle de petit doigt. Mais leur taille ne les empêche pas de se régénérer leurs cellules endommagées grâce à un processus appelé transdifférenciation. Lorsqu'elles sont blessées ou affamées, elles font un bond en arrière dans leur processus de développement et régressent de manière étonnante à leur stade de polype juvénile. Les cellules adultes remontent efficacement le temps pour prendre une forme plus jeune, avant de bourgeonner et de libérer des bébés méduses génétiquement identiques à l'adulte blessé, à condition de conserver une partie essentielle de leur anatomie appelée centre nerveux qui déclenche le processus de transdifférenciation. Ces méduses peuvent donc continuer à nager pour toujours et à jamais. Camouflage incroyable. Vous connaissez les imitateurs, mais connaissez-vous les copioctopus? Bon, ce ne sont pas leurs vrais noms. Les scientifiques les appellent pieuvres mimétiques indonésiennes. Ce sont des créatures marines intelligentes qui ont la capacité incroyable de se faire passer pour d'autres animaux marins. Et pas seulement un ou deux. Ce céphalopode étonnant peut imiter jusqu'à 15 autres animaux marins, dont le poisson-lion, le serpent de mer et la sole, comme vous pouvez le voir. La plupart des pieuvres se cachent en se fondant dans leur environnement lorsqu'elles voient un danger approcher, ce que les scientifiques appellent la crypsis. Mais la pieuvre mimétique change de forme et prétend audacieusement être le prédateur de ses prédateurs afin qu'ils la laissent tranquille. De plus, lorsque la pieuvre a faim, elle peut utiliser ses talents pour s'approcher de sa proie sans se faire remarquer. Après tout, si vous voyez un serpent de mer rampant, vous ne vous attendriez pas à ce qu'il s'agisse d'une pieuvre hyper intelligente à 8 pattes, non? C'est un peu comme Robin Williams, mais en version pieuvre. La pieuvre mimétique n'est pas la seule créature marine à faire preuve de créativité en matière de camouflage. Surnommées les caméléons de la mer, les seiches peuvent changer rapidement de couleur afin de se fondre dans n'importe quel environnement. Mais elles ne se contentent pas de changer de couleur. Ces mollusques marins nageurs ont la capacité d'imiter la forme et même la texture de ce qu'ils copient. Vous ne me croyez pas? Alors jouons à trouver la seiche. Prêt? Vous la voyez? Non, ça c'est le plongeur. Eh bien, la voilà. Ouais, comment est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, la peau de la seiche contient des millions de cellules pigmentées spécialisées appelées chromatophores. La seiche peut les modifier à volonté en les dilatant et en les contractant pour changer de couleur en une fraction de seconde. Grâce à cette technique spectaculaire, les seiches peuvent utiliser leur changement de couleur rapide pour échapper à leurs prédateurs, chasser et même communiquer avec d'autres seiches. Ouais, la seule façon dont je peux communiquer avec ma peau, c'est de rougir quand je suis gêné. Ne me regardez pas. Pendant que je me remets de cet épisode embarrassant, pourquoi ne pas m'aider à reprendre confiance en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous? Bon, ça y est, je crois que j'ai retrouvé une couleur normale, alors où est-ce qu'on en était? Serpent céleste. Regardez dans le ciel, c'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est un serpent. Attendez, les serpents peuvent voler? Eh bien, pas tous les serpents, mais le serpent paradisiaque que l'on trouve dans l'ouest de l'Inde et en Indonésie essaye certainement de le faire. Mesurant seulement 90 cm de long, cette espèce de serpent arboricole préfère vivre dans la canopée des arbres plutôt que de ramper sur le sol de la forêt tropicale. Là-haut, il est facile de chasser les proies arboricoles et de se fondre dans les branches, mais passer d'un arbre à l'autre n'est pas une mince affaire. Ainsi, au lieu de descendre le long d'un arbre et de remonter sur un autre, les serpents paradisiaques rentrent leurs écailles et écartent leurs côtes pour rendre leur ventre concave. Elles se recroquevillent ensuite en forme de J et se propulsent dans les airs pour planer jusqu'à l'arbre suivant ou à un autre endroit où elles souhaitent se rendre. Lorsque les conditions sont favorables, elles peuvent parcourir plus de 90 mètres en un seul bond. Certains scientifiques pensent que ce mouvement caractéristique des serpents dans les airs les aide à planer. Et s'ils ne se contentaient que de se propulser depuis l'arbre et de rester immobiles, ils s'écraseraient probablement sur le sol. On pense donc que leur étrange mouvement en ruban les aide à se stabiliser dans les airs et à rester sur leur trajectoire.
Cependant, cette caractéristique est si unique que les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ces serpents ont pris l'habitude de voler. Certains pensent même qu'ils font simplement ça parce qu'ils aiment ça. Qui aurait cru que les serpents pouvaient être de tels accros à l'adrénaline? Bosse des scarabées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du scarabée bousier? Avec un nom pareil, il est évident que cette espèce d'insecte adore les excréments. Présents partout dans le monde, à l'exception de l'Antarctique, ces insectes intéressants volent à la recherche de déjections d'herbivores. Celles-ci contiennent de l'herbe à moitié digérée et des liquides très malodorants dont se nourrissent la plupart des scarabées bousiers. Pour préserver cette précieuse soupe de crotte, beaucoup roulent des bouses de fumier et les enterrent. Mais pour éviter de faire plusieurs allers-retours, les scarabées roulent d'énormes boules et les poussent avec leurs puissantes pattes arrière. Vous avez sans doute remarqué qu'avec moins d'un centimètre de long, ces insectes ne sont pas exactement les plus gros scarabées du quartier. Mais malgré leur petite taille, ils sont, étonnamment, les animaux les plus forts de la planète. Même s'ils semblent avoir du mal à soulever cette grosse boule de crotte, les bousiers ont le meilleur rapport poids-force de tous les animaux terrestres, ce qui signifie qu'ils peuvent pousser plus de 1100 fois leur propre poids. C'est un peu comme si un humain moyen soulevait 10 bus. Vous avez mal au bras rien qu'en y pensant, non? La course des saumons. Les saumons doivent être l'un des animaux les plus savoureux de la planète, mais bizarrement, ils sont aussi l'un des plus effrayants. Ces poissons naissent dans des rivières ou des lacs d'eau douce, et une fois adultes, ils migrent vers l'océan salé où ils peuvent mieux se nourrir et grandir. Quand vient le moment de se reproduire, ils migrent à nouveau vers les rivières et les lacs où ils ont grandi, car ils savent qu'ils y sont en sécurité. Je sais pas pour vous, mais je serais incapable de retrouver l'endroit exact où je suis né sans carte. Mais les saumons ont de minuscules particules de fer dans la tête qui agissent comme des aiguilles de boussole et les guident vers leur lieu de naissance grâce au champ magnétique terrestre. Mais le voyage est long et difficile. Les saumons remontent des centaines de kilomètres en amont, traversant des chutes d'eau, bravant les courants et esquivant les prédateurs. Certains vont même jusqu'à nager à travers des routes inondées pour retourner vers leur précieuse eau de reproduction. Voilà ce qu'est la détermination. Une fois que les saumons ont enfin réussi à revenir et à se reproduire, ils sont tellement épuisés qu'ils sont prêts à quitter cette terre pour de bon. Mais la vie ne vous laisse pas toujours partir aussi facilement. Les poissons entament alors un processus appelé détérioration, au cours duquel ils sont mourants, mais pas encore morts. Ouais, comment dit-on quand on est mort mais qu'on est encore en vie? C'est ça, un zombie. Ouais, c'est le ruisseau des morts vivants. Mais heureusement, ils n'ont pas envie de manger votre cerveau, même s'ils en ont vraiment l'air. Grenouilles gelées. Lorsque l'été commence à s'estomper et qu'un hiver rigoureux s'installe, la vie devient difficile pour de nombreux animaux. La nourriture se fait soudainement rare et il est plus difficile de rester au chaud. Certains animaux ont donc évolué pour conserver leur précieuse énergie en hibernant. Après s'être engraissés pendant l'été, ils tombent instinctivement dans un état de torpeur où leur métabolisme et leur rythme cardiaque ralentissent, leur permettant de rester inactifs et endormis pendant la majeure partie de l'hiver. Mais la grenouille des bois d'Alaska pousse l'hibernation à un niveau supérieur. Les températures en Alaska peuvent descendre jusqu'à moins 79,8 degrés Celsius. Si bien que le corps de cette minuscule grenouille amphibie ne se contente pas de ralentir, il se fige complètement. Mais lorsque la glace fond, parfois jusqu'à 7 mois plus tard, la grenouille dégèle et étonnamment s'en va en sautillant. Le processus est tellement incroyable que les gens ont confondu des ornements de jardin comme celui-ci avec des grenouilles complètement gelées. En réalité, elles ressemblent davantage à ça. Ouais, ça a l'air froid. Lorsque la température baisse, le cœur et les poumons de la grenouille des bois cessent progressivement de fonctionner, ce qui signifie que la grenouille peut être considérée comme biologiquement morte. Mais alors que cela tuerait presque toutes les autres créatures, la grenouille des bois survit grâce à son taux de glucose dans le sang. Celui-ci est jusqu'à 10 fois plus élevé que celui d'une grenouille moyenne, ce qui aide à retenir l'eau à l'intérieur des cellules. Chez les humains, les engelures sont causées par la transformation de l'eau contenue dans notre sang en glace, ce qui déshydrate nos cellules jusqu'à ce qu'elles meurent. Ainsi, en gardant leurs cellules très sucrées, les grenouilles des bois peuvent conserver la bonne quantité d'eau, même lorsque 65% de leur corps est gelé de l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve tout ce processus défiant la mort croissant. Un mimétisme étonnant. Bon, ça peut sembler étrange, mais écoutez cet oiseau et dites-moi ce que vous entendez. Soit je deviens fou, soit cet oiseau vient de faire le même bruit qu'un appareil photo. Bon, il s'avère que je suis encore en fait à peu près sain d'esprit. C'est le menhir d'Australie, une créature dotée de l'incroyable capacité d'imiter presque n'importe quel son qu'elle entend. Depuis les cris d'un groupe entier de Quackaboura,
jusqu'au bruit d'un pistolet joué. Les minures utilisent leur syrinx, l'organe vocal des oiseaux, pour produire ces sons incroyablement complexes. Contrairement à d'autres oiseaux imitateurs, les ménures apprennent leurs sons auprès des mâles plus âgés de leur espèce. Ainsi, ces sons se transmettent de génération en génération. En captivité, cette faculté va encore plus loin, les ménures étant capables d'imiter aussi bien les alarmes de voiture que les flûtes, les déclencheurs d'appareils photo, voire même R2-D2 de Star Wars. En tant que grand geek, je trouve ça incroyablement cool. Et les autres ménures aussi. Bien qu'ils chantent toute l'année, les ménures redoublent d'ardeur entre juin et août, qui correspond à leur saison de reproduction. Les scientifiques pensent donc que les femelles ménures sont tout aussi impressionnées par ce temps long d'imitation que nous. Et pourtant, quand j'essaye de séduire une fille en faisant des bruits de R2-D2, je finis célibataire. Ouais, c'est pas juste. Corbeau bavard. Si vous pensiez que l'imitation n'existait que chez les oiseaux tropicaux ou exotiques à la recherche d'un partenaire, alors écoutez plutôt ceci. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Ouais, une seconde. C'est un corbeau qui vient de dire bonjour. Les corbeaux sont une espèce d'oiseau assez commune. En fait, j'en vois tout le temps, mais j'en ai jamais entendu parler comme ça auparavant. Can you say hi? Hi. Good job. Est-ce un montage sonore particulièrement réussi? Non, il s'agit de Mischief, un corbeau à cou blanc qui a été dressé pour imiter la parole humaine. Il s'avère que les corbeaux peuvent être dressés pour imiter la parole grâce à la structure sophistiquée de leur cerveau, qui relie la zone responsable de la communication à la section responsable de la mémoire et du langage. Vous avez peut-être déjà entendu des perroquets parler. Eh bien, les perroquets ont la même connexion dans leur cerveau, légèrement plus forte, ce qui leur permet d'imiter jusqu'à 1000 mots. Mais les corbeaux ne peuvent en réalité imiter que 100 mots en moyenne. Le mot scientifique de ce type de langage est articulation linguistique. Les corbeaux sont donc capables de répéter les sons qu'ils entendent, mais ils n'ont aucune idée de la signification des bruits qu'ils émettent. Peut-être qu'un jour les corbeaux nous rendront l'appareil. En tout cas, je prendrais bien une leçon auprès de Mischief pour apprendre à croasser. No pain, no gain. Le ratopnu, au nom horrible, est une créature aussi dérangeante que son nom le laisse entendre. Il ressemble à mes parties intimes, mais avec des dents. Originaire d'Afrique de l'Est, il est aveugle à la naissance, complètement glabre et vit dans des habitats souterrains sombres et hostiles. Je choisirais pas cette vie pour moi, pour être honnête, mais le ratopnu ne semble pas s'en soucier le moins du monde. Non seulement les ratopnus sont les seuls mammifères thermoconformateurs, ce qui signifie qu'ils peuvent réguler eux-mêmes leur température corporelle, mais ces petites créatures effrayantes sont également dépourvues de neurotransmetteurs responsables de la sensibilité à la douleur. En d'autres termes, ils sont programmés pour ne ressentir aucune douleur. Ces rongeurs ridés ont évolué pour survivre dans des zones souterraines profondes qui contiennent tellement de dioxyde de carbone qu'ils ont des convulsions s'ils n'en ont pas assez. Mais vivre avec si peu d'oxygène signifie que l'acide lactique, produit par les muscles lorsqu'ils sont sollicités, s'accumule dangereusement dans leur corps. C'est ce même acide qui rend vos muscles douloureux après un entraînement intense. Ces ratopes ont donc évolué pour ne pas ressentir la douleur dans leur corps afin de pouvoir bouger. De plus, la grande quantité d'acide présente dans les tissus corporels des ratopes en fait l'une des rares espèces résistantes aux tumeurs cancéreuses. Ouais, vous avez bien lu. Le ratopnu ne peut pas avoir de cancer. Je suppose qu'il peut fumer toutes les clopes qu'il veut, lui. Des yeux étonnants. Les caméléons sont incroyablement cool, ou chauds selon la couleur qu'ils arborent. Ces reptiles incroyables sont célèbres pour leur capacité à changer de couleur et à se fondre dans leur environnement, ou à attirer l'attention d'un partenaire. Comme ils sont totalement sans défense, ils comptent beaucoup sur leur capacité à se fondre parfaitement dans le décor pour échapper à leurs prédateurs. Mais même si vous ne pouvez pas le voir, lui, il vous voit où que vous soyez. Les caméléons ont une anatomie oculaire unique qui leur permet de tourner chacun de leurs yeux de 180 horizontalement et de 90 degrés verticalement, indépendamment l'un de l'autre. Ça signifie que les caméléons peuvent bouger l'œil qu'ils veulent dans la direction qu'ils veulent quand ils le veulent. Lorsque les caméléons regardent avec les deux yeux en même temps, comme nous les humains, on parle de vision binoculaire, mais parfois ils peuvent choisir de ne regarder qu'avec un seul œil contrairement à nous, et on parle alors de vision monoculaire. La vision monoculaire est utile lorsque le caméléon cherche une proie et peut diriger chaque œil dans une direction différente. Lorsqu'il trouve sa proie, il passe en vision binoculaire et fixe ses deux yeux sur la cible. Toutes ces capacités permettent aux caméléons de voir tout ce qui les entoure à 360 degrés sans jamais bouger la tête. Mais les caméléons ne sont pas les seuls animaux à avoir une vision 360. Les libellules ont les plus grands yeux de tous les insectes en termes de proportion et consacrent 80% de leur capacité cérébrale au contrôle et au traitement de la vue.
C'est beaucoup d'efforts juste pour regarder quelque chose, mais ça en vaut la peine. Car les libellules sont capables de voir le monde en ultra multicolore. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous et moi avons 3 minuscules petites choses dans nos yeux appelées opsines. Nous avons une opsine rouge, une bleue et une verte, ce qui signifie que toutes les couleurs que nous voyons sont une combinaison de ces 3 couleurs. Les libellules en comparaison ont 30 opsines, ce qui signifie qu'elles peuvent voir la lumière polarisée et ultraviolette en plus des couleurs de base que sont le rouge, le vert et le bleu. Ainsi, alors que nous les humains voyons ceci, les libellules voient quelque chose comme cela. Pensez-vous que les libellules ont parfois des migraines? Parce qu'en j'en ai rien qu'en regardant cela. Les lézards femelles. Originaire d'Amérique du Nord, le petit lézard fouetteur des prairies désertiques ressemble à n'importe quel autre reptile, sauf que dans cette sous-espèce, il n'y a pas de mâle. Aucun. Pas un seul. Certains d'entre vous se demandent peut-être déjà s'il n'y a pas de mâle, comment ces lézards peuvent-ils se reproduire, ou même exister? Eh bien, cette espèce entièrement féminine se reproduit grâce à un processus complexe appelé méiose. La méiose se produit lorsque l'une des cellules du lézard se divise pour former des cellules filles. L'ADN de ces cellules se multiplie jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour que le miracle de la vie se produise et que des œufs fécondés soient pondus. Ça semble assez simple, non? Eh bien, ces lézards ne sont pas seulement tous des femelles, ils sont aussi tous des clones. Comme aucun nouvel ADN n'est introduit dans le processus de reproduction, les descendants des lézards sont des clones exacts d'eux-mêmes. Ça peut sembler effrayant, mais je sais que si je pouvais avoir 2 ou 3 petits clones rien qu'à moi, je pourrais faire plus de vidéos. Bien qu'il s'agisse d'une espèce exclusivement féminine, certains lézards à queue fouettée présentent un comportement masculin, comme le refus de demander leur chemin. Non, je plaisante. Ils adoptent en fait des caractéristiques masculines et peuvent même se comporter comme des pseudo-partenaires avec d'autres membres de leur groupe. On dirait que ces lézards n'ont pas besoin d'hommes. Le seul inconvénient d'être un lézard à queue fouettée est que, en raison du processus de clonage, il y a très peu de diversité génétique au sein de la population. Toute menace biologique ou environnementale qui pèse sur un individu devient une menace pour l'ensemble du groupe en raison de leur similitude génétique. Mais bon, ces lézards ne sont pas près de disparaître. L'Union internationale pour la conservation de la nature les a classés comme espèces préoccupantes. Alors longue vie à ces Amazones. Qui a dit ça? Vous avez peut-être entendu dire que les hiboux peuvent tourner la tête à 360 degrés, ce qui est tout à fait impressionnant. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est faux. Il s'agit simplement d'une légende urbaine. Cependant, la plupart des hiboux peuvent tourner la tête de 135 degrés dans chaque direction, ce qui leur donne une amplitude de rotation totale de 270 degrés, à l'horizontale comme à la verticale. En effet, au lieu d'avoir des globes oculaires sphériques, les chouettes ont des tubes oculaires qui s'enfoncent profondément dans leur crâne. Cela leur confère une vision incroyablement longue, mais cela signifie également que leurs yeux sont fixes et qu'elles doivent tourner la tête pour voir. La structure osseuse des chouettes leur permet de tourner la tête à presque 360 degrés sans couper la circulation sanguine vers leur cerveau. Si les humains essayaient cela, disons simplement que ça se terminerait pas bien. Mais nous n'en avons pas besoin. Les humains se débrouillent très bien avec leur tête tournée vers l'avant et leurs yeux sphériques qui peuvent pivoter dans leurs orbites. Les hiboux ont dû développer cette capacité à se briser le cou en raison de la faible mobilité de leurs yeux. Alors heureusement qu'ils sont doués pour ça. En vol fantaisiste. Il existe très peu d'animaux qui portent bien leur nom, mais le superbe oiseau de paradis en fait certainement partie. Réparti dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée, l'oiseau de paradis est un petit oiseau bleu et noir qui cache un talent secret. Lorsqu'un mâle courtise une femelle, il déploie une grande cape de plumes noires sur son dos, révélant son poitrail bleu-vert éclatant et se transformant en une vision surnaturelle. Une fois qu'il a captivé une femelle à proximité grâce à cette transformation, il commence à tapoter le sol avec sa queue, créant ainsi le rythme d'une danse autour de la femelle. Un changement de costume, une parade extravagante et une danse, pourquoi se donner tant de mal juste pour impressionner une potentielle compagne? Si une femme vêtue d'une cape de plumes se mettait à tourner autour de moi en tapant son derrière contre le sol, je lui dirais « Écoute, je pense qu'on devrait voir d'autres personnes ». Eh bien, chez le superbe oiseau de paradis, il y a un écart énorme entre le nombre de femelles et de mâles. Les femelles rejetant généralement entre 15 et 20 prétendants avant de s'installer avec un partenaire. La concurrence est rude, pas étonnant que ce mâle mette le paquet. Le mudskipper. On sait tous que les poissons ne peuvent pas respirer sur Terre, non? Hein? Eh ben détrompez-vous, car cette créature ressemblant à une grenouille couverte de boue est en fait un poisson. Il s'agit d'un mudskipper qui peut atteindre 30 cm de long. Bien que techniquement classé parmi les poissons, cette espèce a développé des poches d'air autour de ses branchies, ce qui lui permet de respirer sur Terre pendant plusieurs minutes. Lorsqu'ils sont mouillés, les mudskippers peuvent également respirer à travers la membrane cutanée de leur bouche et de leur gorge. Les scientifiques appellent ce type de respiration cutanée, ce qui signifie que le mudskipper ne dispose pas de structure respiratoire nécessaire pour rester indéfiniment sur Terre et doit à terme retourner d'où il vient. Dieu merci.
Hors de l'eau, le mudskipper utilise ses nageoires pour se propulser sur les sols. Les scientifiques soulignent souvent que le développement de cette capacité est une preuve de l'évolution. Ouais, vous avez bien lu, l'évolution. Sous nos yeux, quelle chance de vivre à cette époque. Jésus-Christ. Non, pardon, lézard-Christ. Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le lézard vert basilic n'est pas un lézard ordinaire. En fait, c'est le fils du grand lézard du ciel, celui qui a créé le monde des lézards en seulement 6 jours. Et maintenant, ce lézard est descendu du paradis des lézards pour nous sauver de nos péchés de lézard. Loué soit Jésus lézard. Non, je plaisante. Jésus lézard n'existe pas, mais le lézard vert basilic est surnommé Jésus lézard en raison de son étonnante capacité à marcher sur l'eau. Ouais, vous avez bien entendu. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez par vous-même. Je suis étonné qu'il n'ait pas transformé l'eau en vin en courant dessus. Mais bon, mis à part ses pouvoirs bibliques, comment le lézard vert basilic accomplit-il cet exploit? Eh bien, ce petit reptile se trouve assez bas dans la chaîne alimentaire de son habitat naturel et est souvent la proie d'oiseaux et de serpents. Il a donc développé cette capacité unique pour échapper à ses prédateurs. Pour s'échapper aussi rapidement sur l'eau, il appuie sur ses grandes pattes arrière qui sont munies de membranes entre chaque orteil. Lorsqu'il frappe l'eau avec ses pattes, la membrane entre ses orteils crée une cavité presque comme une bulle d'air. Une fois qu'il a pris suffisamment de vitesse, il utilise l'air pour se propulser vers l'avant. Pour éviter de couler, le lézard minimise les forces vers le bas en tirant ses pattes vers le haut avant que la cavité ne s'effondre. Étant donné qu'ils sont mortels, ces lézards sont d'exceptionnels marcheurs aquatiques. Ils peuvent atteindre une vitesse de 1,5 mètres par seconde sur une surface aquatique et parcourir jusqu'à 4,5 mètres avant de devoir nager. Bon, ce sont peut-être pas le vrai Jésus, mais c'est certainement une religion qui pourrait me plaire. Est-ce que vous avez déjà vu l'une de ces créatures étonnantes en vrai? Si c'est le cas, laquelle aimeriez-vous voir en action? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.